Pas toujours simple de gérer toutes les contraintes des réseaux sociaux, les algorithmes sont de plus en plus exigeants. Prenez LinkedIn, comme tous les réseaux, ils ont une dent contre les liens externes. Normal, ils veulent que vous restiez chez eux. Oui mais bon, moi si j'écris des posts, c'est aussi pour vous parler de ce que je fais. Du coup, on est nombreux à mettre nos liens en commentaire, histoire de ne pas être pénalisés par l'algorithme. Mais alors là, merci la charge mentale, j'ai déjà 1000 choses à penser. Si en plus je dois revenir sur chaque post que je planifie pour ajouter un lien en commentaire, je vais exploser. C'est là que Swello, mon partenaire, entre en scène. Avec Swello, vous programmez votre post et votre lien en même temps, sans avoir à y revenir. Votre charge mentale vous dira merci. Et comme vous écoutez le podcast du marketing, vous avez le droit à une réduction de 20% et vous pouvez même l'essayer gratuitement pendant 7 jours. Pour en profiter, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/Swello, SWE2LO. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 259. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Cet été, j'ai subi une cyberattaque. C'est la première fois que ça m'arrive et je ne vais pas vous cacher que c'est assez désagréable. Cette attaque, elle a concerné ma newsletter. Si vous écoutez ce podcast régulièrement, vous vous doutez que je prends ça très au sérieux. On ne plaisante pas avec ma newsletter. Alors on est au mois de juin et je viens de refaire mon site internet. Ça fait 5 ans que le podcast existe. Il était temps de pimper un peu tout ça. Une copine photographe me fait des photos super colorées, je me sens pousser des ailes, je refais mon site avec des couleurs acidulées, j'en profite bien sûr pour travailler le fond, du coup je réorganise mes pages et j'y ajoute des ressources gratuites à destination de mon audience. C'est ce qu'on appelle des lead magnets, des aimants à lead, à clients, à futurs clients, je sais pas comment traduire. Des lead magnets, donc, le but étant d'orienter mon audience cible vers ma newsletter. On est donc en juin, je viens de refaire mon site avec mes beaux lead magnets. Et là, je vois l'audience de ma newsletter augmenter comme jamais, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tous les jours des nouveaux abonnés, je suis aux anges. Et puis soyons honnêtes, je me trouve sacrément douée. Qu'est-ce que je suis douée pour attirer autant de monde ? Et puis tout à coup, j'ai un doute. Est-ce que je suis douée ou est-ce que j'ai surtout un gros excès d'ego ? Vous voyez venir la chute, elle est un peu brutale, je vous avoue. Mon audience ne grossit pas comme par magie. Je suis en train de subir une attaque. Des robots inscrivent tous les jours des gens qui n'ont rien demandé à ma newsletter. Alors d'abord, qui fait ça ? Qui va aller ajouter des adresses email à la newsletter de quelqu'un d'autre ? Personnellement, j'en ai aucune idée. Je vous avoue que ça me dépasse un petit peu. Mais enfin, c'est pas juste pour le plaisir de faire grossir ma newsletter. D'abord parce que moi, j'ai évidemment rien demandé à personne. Et puis surtout, je veux que les gens qui s'inscrivent à ma newsletter le fassent de plein gré. Accessoirement, c'est la loi. Et puis surtout qu'ils aient envie de lire ma newsletter. C'est évidemment pas le cas de ces braves gens qui d'ailleurs, je pense, pour beaucoup sont américains. Donc en plus, ne comprennent pas ma newsletter en français. Donc non. Bien sûr que ça n'est pas bienveillant, bien sûr que ça n'est pas pour m'aider à faire grossir ma newsletter que cette personne que je ne connais pas, coucou si elle m'écoute, ajoute des adresses email à ma newsletter. Je vous avoue avoir cherché sur Internet, j'ai demandé à ChatGPT, parce que moi ça sort un peu de mon paradigme. Donc j'ai demandé à ChatGPT pour quelles raisons est-ce qu'on voudrait ajouter des adresses à la newsletter de quelqu'un d'autre. Il m'a donné la réponse que j'avais imaginée mais à laquelle je n'osais évidemment pas croire. Ça peut être plusieurs raisons. Ça peut être pour saboter votre réputation. Quelqu'un qui n'a pas envie qu'on trouve que votre travail est bien, qui a envie d'avoir un impact sur votre délivrabilité. J'en parle dans une seconde. Je vais vous expliquer parce que ça a un vrai impact et un vrai impact négatif. Je rigole là, mais en fait, c'est un sujet qui est pas du tout drôle. Si je veux vous faire cet épisode aujourd'hui, c'est pas tant pour raconter ma vie et mes petits déboires. C'est pour que vous soyez conscient quand vous développez votre base email de ce qui peut se passer et de pouvoir réagir le plus vite possible, évidemment. Donc, une des raisons, qui est probablement la principale raison, c'est pour vous embêter, pour saboter votre travail, votre réputation, dégrader votre délivrabilité.
L'autre raison, ça peut être de perturber votre technique, votre logistique. Le fait d'avoir plus d'adresses email, ça peut faire exploser les compteurs. Bon, là, on n'était pas sur une attaque qui allait faire exploser les compteurs. On parlait de quelques dizaines d'adresses par jour. C'est ce qui a fait que, sur le moment, j'ai cru que c'était mon travail qui faisait ça, tout simplement. C'était pas non plus quelque chose de scandaleux, mais sur plusieurs semaines, ça devient plusieurs centaines, dans mon cas, plusieurs centaines d'adresses. Donc, c'est pas négligeable parce que les adresses, vous payez. Je m'explique. Lorsque vous avez une base email, vous avez un gestionnaire de base email. Ce gestionnaire de base email, il travaille pas gratuitement, évidemment. Donc, il va vous faire payer selon différents moyens. Bien souvent, c'est en fonction du nombre de personnes qui sont inscrites à votre base email. Donc évidemment, si d'un coup vous vous retrouvez avec des centaines de personnes en plus sur votre base email, ça va vous coûter plus cher. Donc peut-être que ce pirate, il s'est dit tiens, on va lui mettre un peu des bâtons dans les roues et on va faire en sorte que ça lui coûte plus cher de faire tourner son business. Merci à vous, c'est sympa. Ça m'a pas mis à terre, ne vous inquiétez pas. Mais enfin bon, si j'avais pas fait attention, si j'avais pas regardé, si j'avais laissé mon ego croire que tout allait bien, c'était des gens qui voulaient me lire, pour le coup, ça aurait pu faire mal. Bon, ça, c'est les principales raisons. Il peut y avoir, là, ce que je n'espère pas, mais il peut y avoir des raisons plus de sécurité. Là, ce sont des choses que moi, je ne maîtrise pas, des histoires de brèches de sécurité et d'essayer de rentrer dans votre système. Je croise les doigts pour que ce soit pas quelque chose comme ça, parce qu'effectivement, là, ça me dépasse un peu. Je ne pense pas, très sincèrement. Dans mon cas, ça s'est arrêté assez facilement. Je pense que c'était plus quelqu'un de malveillant. J'avoue être assez surprise. Moi, dans mon environnement, j'ai la chance d'avoir une audience plutôt très bienveillante. Je suis pas sûre que ça ait été vraiment destiné directement à moi, que c'est pas juste quelqu'un de malveillant en général qui s'est attaqué à plusieurs entrepreneurs qui gèrent des petites, moyennes newsletters. Je n'ai pas posé la question à des amis qui ont des grosses newsletters. Je le ferai pour savoir si cet été, ils ont eux aussi connu des cyberattaques. Il y a peut-être eu, après tout, des attaques cumulées sur plusieurs newsletters. Toujours est-il que cet épisode a pour but de, 1, vous sensibiliser, 2, essayer de vous expliquer ce qu'il faut faire. Alors, je suis pas, vous l'avez compris, experte de la cybersécurité, mais je peux au moins vous dire ce que j'ai fait moi pour que les choses s'arrêtent et que les choses aillent mieux. Juste avant de rentrer dans le détail de ce qu'il faut faire, je vais quand même prendre une seconde pour vous expliquer pourquoi c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que vous vous retrouvez avec une base email, avec des gens qui n'ont pas demandé à être là. Donc je disais, d'abord c'est illégal. Bon là en l'occurrence c'est pas de ma faute, mais enfin après tout c'est ma base email, donc on pourrait penser que c'est moi qui suis à l'origine de ces inscriptions. Donc déjà, ça me pose un souci. Ça peut poser un problème au niveau de ma réputation parce que parce que ce sont des vraies personnes, ce sont des vraies adresses email. Ça pourrait être de fausses adresses email. Là, en l'occurrence, ce sont de vraies adresses email, des adresses email de personnes qui ne me connaissent pas, n'ont jamais rien demandé et qui, par conséquent, il y a quand même de bonnes chances qu'ils aient pas envie de lire ma newsletter. Ma newsletter, elle traite de conseils en marketing. C'est une newsletter quand même relativement niche. Évidemment qu'elle ne va pas intéresser tout le monde. Le but n'est pas qu'elle intéresse bien évidemment tout le monde. Donc, la personne qui ne me connaît pas, qui n'a jamais entendu parler de moi, qui probablement ne s'intéresse pas du tout au marketing et qui reçoit une newsletter sur le marketing toutes les semaines, il y a de bonnes chances qu'à un moment donné, elle me signale comme spam. Et que du coup, les systèmes identifient ma newsletter comme une newsletter qui n'est pas une newsletter de confiance et que donc, ils considèrent qu'il ne faut pas placer mes emails, les emails que j'envoie, dans l'inbox, mais dans les spams. Et là, c'est la cata. Non, parce que vous imaginez bien que dès lors que vos emails arrivent dans les spams, vous bossez gratos et vous bossez surtout pour rien. Ne vous dites pas que quelqu'un qui s'est inscrit de bonne foi, personnellement, à votre adresse email et qui ne reçoit pas vos emails, va aller les chercher dans les spams. Ça n'est pas vrai. Peut-être que par hasard, un jour, cette personne ira dans les spams pour aller vérifier que l'email d'inscription à je ne sais quel site de e-commerce n'est pas caché là, peut-être. Et peut-être qu'à ce moment-là, à cette occasion, cette personne verra que « Oh non, mince, la newsletter d'Estelle Ballot est dans les spams », peut-être. Il y a quand même très peu de chance. Et surtout, la réalité, c'est que les gens
s'inscrivent à une newsletter parce que ils se disent ah ben ça m'intéresse, j'ai envie de recevoir des informations, des éléments, de la valeur de la part de cette personne. Mais une fois que cette personne s'est inscrite, c'est pas à elle de penser à regarder ses emails. C'est à nous d'envoyer les emails. Donc, elle va sortir ça de sa charge mentale et c'est bien normal et elle ne va pas aller rechercher l'email. Donc, si vos emails arrivent dans les spams, vous venez de perdre votre audience. Vous venez de perdre une audience qui a demandé à vous écouter, qui a demandé à vous entendre et qui, en plus de ça, si un jour elle se rend compte qu'elle ne reçoit pas vos emails, potentiellement perdra en plus confiance en vous. Donc, on n'est vraiment pas dans une situation agréable, on n'est certainement pas dans une situation que l'on veut vivre. Bon, là, je vous dépeins un peu le pire. Redescendons d'un cran. Disons que vous n'avez pas tant de gens qui vous signalent comme spam, parce qu'il faut qu'il y ait effectivement des gens qui vous signalent comme spam. Hein. Mettons qu'il n'y en ait pas tant qui vous signalent comme spam, juste ils ouvrent pas les emails, parce qu'ils l'ont ouvert une fois et qu'ils ont bien vu que c'était en français alors qu'ils étaient américains et qu'ils comprennent rien, ou que ça les intéresse pas parce que le marketing, franchement, c'est pas du tout leur truc, ou que tout simplement ils n'ont pas ouvert l'email parce qu'ils savent absolument pas qui est Estelle Vallo et que moi personnellement, si je reçois des emails de personnes que je ne connais pas, bon, il y a des chances que je prenne pas le temps de les ouvrir. Alors vous allez me dire, c'est pas grave Estelle, t'as ton taux qui baisse un petit peu, ça fait encore une fois un petit peu mal à ton ego, mais enfin c'est pas grave. Si, c'est grave. Alors oui, ça fait du mal à mon ego, déjà, je vous le dis, j'ai perdu 10 points d'ouverture sur mes emails. C'est énorme. 10 points d'ouverture sur mes emails. Je suis passée de 42% de taux d'ouverture à 32%. Donc c'est énorme, ça fait vraiment baisser les stats, mais effectivement, les stats, c'est des pourcentages. Donc, a priori, si ce sont des personnes qui ont été rajoutées qui n'ouvrent pas les emails, bon, c'est pas très très grave. J'ai le même nombre de personnes, in fine, qui lisent ma newsletter. Oui, non, désolé, c'est pas comme ça que ça marche. Oui, parce que vos emails sont bien souvent envoyés à Gmail. Alors, vous le savez pas toujours, parce que vous avez beaucoup d'adresses, de noms de domaine, typiquement contact@lepodcastdumarketing, c'est une adresse Gmail. Donc il n'y a pas forcément marqué Gmail dans une adresse Gmail, mais une grande majorité des adresses email individuelles et beaucoup d'adresses email professionnelles sont hébergées par Gmail, sont hébergées par Google. Donc Google voit qui ouvre les emails, qui ne les ouvre pas, quels sont les emails qui sont ouverts, quels sont les emails qui ne sont pas ouverts. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Google, dans son Gmail, lui, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut que vous receviez les emails qui vous intéressent. Il ne veut pas, bien sûr, que vous receviez des spams, parce que si vous recevez des spams, souvenez-vous, il y a 20 ans, c'était l'enfer. Quand on ouvrait son Hotmail, moi c'était Hotmail, Caramel pour les plus anciens qui se souviennent peut-être de Caramel, c'était l'enfer. On avait 200 mails qu'on n'avait pas demandé, dont on ne connaissait pas la provenance, et puis 3 mails de notre mère, notre cousine et notre voisine de palier. Ce qui fait que on les voyait pas. Les emails qui nous étaient destinés, évidemment, étaient perdus dans la masse de spam. Donc ça, Gmail veut absolument l'éviter. Gmail a d'ailleurs construit sa réputation et est devenu en partie le géant de l'email qu'il est parce que c'était la boîte mail sur laquelle on ne recevait pas de spam. Et comment est-ce que Gmail fait ça ? Eh bien parce que Gmail a une telle masse de data sur les emails envoyés et les emails ouverts qu'il sait quel expéditeur est ouvert, quel expéditeur ne l'est pas. Et si vous avez de mauvais taux d'ouverture, eh bien Gmail va avoir tendance à vous mettre directement dans les spams. Donc, de voir vos taux d'ouverture baisser de 10 points, c'est une catastrophe. Vous l'avez compris, il faut arrêter ça au plus vite. La première chose, quand vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de louche, quand bien même vous n'en êtes pas sûr, il faut agir tout de suite pour stopper l'hémorragie parce que ça peut aller très vite et vous coûter assez cher. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Dans mon cas, j'ai fait quelque chose d'extrêmement simple qui a solutionné le problème. C'est ce qui me fait dire que c'était pas un énorme piratage parce que très sincèrement, je pense que c'était pas compliqué de détourner. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tout simplement, pour que ce piratage s'arrête, j'ai activé le double opt-in. Qu'est-ce que c'est que le double opt-in ? Vous connaissez tous le double opt-in, c'est lorsque quelqu'un s'inscrit à votre newsletter, il n'est pas inscrit automatiquement, il doit d'abord aller dans sa boîte mail, il vient de recevoir un email qui lui demande « Vous êtes-vous bien inscrit ? Merci de cliquer ici pour activer votre inscription ».
On l'a tous fait des millions de fois. La difficulté du double opt-in, c'est que c'est très très bien pour la sécurité, mais enfin, il y a moins de monde qui s'inscrit parce que vous avez des gens qui, de bonne foi, hein, bien évidemment, veulent s'inscrire à votre newsletter. Ils cliquent sur s'inscrire et puis ils vaquent à leurs occupations. Ils oublient complètement cette histoire. Ils reviennent le lendemain sur leur boîte email. Ils ont des urgences à traiter et ils ne vont jamais cliquer dans l'email d'autorisation, de validation de votre inscription, dans le fameux double opt-in. Donc, le double opt-in, c'est très bien pour des raisons de sécurité. Parce qu'évidemment, le robot qui vous inscrit des emails par dizaines, personne ne va venir valider. Donc, nécessairement, ces emails-là ne vont pas être inscrits dans votre base email. En revanche, les personnes qui souhaitaient s'inscrire, eh bien, il y a un pourcentage de ces personnes qui ne cliqueront pas non plus parce qu'elles oublient de le faire et donc qui ne seront pas inscrites. Donc, votre taux d'inscription va baisser. En revanche, vous allez protéger votre base email. Ce que j'ai fait dans mon cas, j'ai mis le double opt-in, ça a immédiatement stoppé les inscriptions automatiques d'adresse email. J'ai attendu 2 semaines et j'ai enlevé le double opt-in. J'ai regardé comme le lait sur le feu, vous imaginez, ma base email à ce moment-là. Rien à signaler, le robot était parti sévir ailleurs. Bon, il reviendra peut-être un jour. Je regarde quotidiennement ma base email et s'il se passe quelque chose, je pourrai agir très très vite. Les spécialistes de cybersécurité vous diront probablement tous, mettez toujours un double opt-in. Moi, je suis pas tout à fait favorable au double opt-in parce que c'est dur de faire grossir sa base email. On va pas se raconter de bêtises, c'est difficile. Chaque inscrit, on va le chercher vraiment avec notre travail et c'est vrai que c'est dur de voir des personnes ne pas s'inscrire parce que ça baisse réellement, ne pas s'inscrire juste à cause de ce double opt-in. Donc moi, je fais le choix, vous faites le choix que vous souhaitez. Bien évidemment, mais moi je fais le choix d'enlever le double opt-in, puis de garder un œil, et puis si besoin, je remets le double opt-in. En tout cas, dans ce cas précis, ça a permis de stopper l'attaque. Une fois qu'on a fait ça, on est plus serein, on a plus de temps pour réfléchir, se poser et agir. Ce qu'il faut faire, c'est aller identifier les adresses email qui ne devraient pas être là, les adresses email que le robot a ajoutées, et bien tout simplement les supprimer, les archiver, les désinscrire de façon à ce que ces personnes ne soient pas importunées tout simplement par nos emails qu'ils n'ont pas sollicités. Comment est-ce qu'on fait pour les identifier ? Alors ça dépend certainement du robot, ça dépend du pirate ou du, je sais pas comment on peut l'appeler, du méchant qui veut vous embêter. Moi dans mon cas, c'était assez simple et je sais que c'est le cas souvent parce qu'on en a parlé récemment. Dans mon cas, c'était des adresses email parfois bizarres, pas toujours. En revanche, le prénom était bizarre. Le prénom, c'était toujours une suite alphanumérique, c'est-à-dire des chiffres, des lettres, des majuscules, des minuscules qui ne veulent absolument rien dire. Donc, ça demande quelques minutes, quelques heures de travail selon le nombre d'inscrits que vous avez, mais je suis allée manuellement supprimer toutes les adresses email qui avaient un prénom qui ne voulait rien dire. Bon, mais le problème, c'est que moi, avec mon petit ego, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Il s'est passé plusieurs semaines, je dois vous dire. C'était pendant l'été, donc je regardais aussi moins ma newsletter. J'étais en vacances, donc j'ai laissé passer plusieurs semaines. Ce qui fait que, mes taux d'ouverture, comme je vous le disais, ils ont vraiment, vraiment baissé. Et surtout, ma réputation auprès de Google, notamment, il n'y a pas que Google, mais on va dire pour simplifier auprès de Google, elle a baissé également. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire remonter ces taux ? D'abord, je vais vous prévenir tout de suite, ça ne se fait pas en 2 secondes. C'est un travail de longue haleine. Vous voyez, on est en novembre et moi, j'y travaille encore. Ce n'est pas une catastrophe, mais il n'empêche que j'ai encore des taux d'ouverture bien inférieurs à ce que j'avais précédemment. Donc, c'est un véritable travail de longue haleine d'aller reconstruire la confiance auprès de Google. Alors, je vais vous donner ma stratégie. Il y en a peut-être d'autres, probablement d'autres. En tout cas, moi, c'est celle que j'utilise pour, doucement mais sûrement, regagner des points d'ouverture, des points de confiance finalement auprès de mon audience. La première chose à faire, c'est d'aller segmenter son audience et d'identifier les personnes qui sont vos plus grands fans. Quand je parle de fans, je ne parle pas de fans de pop stars, je parle de personnes qui ouvrent régulièrement vos emails et qui cliquent dans vos emails, c'est-à-dire des personnes qui lisent réellement votre newsletter, des personnes qui ont toujours confiance en vous.
Bon, vous allez segmenter donc votre base et créer un groupe avec, à vous de définir quel niveau vous souhaitez prendre, hein, mais en tout cas un groupe de personnes qui, à peu près à coup sûr, ouvrent vos emails. Vraiment les lecteurs cœur, hein, de votre base email. Et vous allez envoyer des emails à ces personnes-là en priorité. Vous n'êtes pas obligé d'en envoyer plus, quoique c'est possible. Mais en tout cas, pendant un certain temps, vous allez préférer envoyer vos emails à ces personnes-là pour être sûr que votre taux d'ouverture, voire même votre taux de clic, soit plus important. D'un point de vue numérique, vous aurez moins de lecteurs, hein. D'un point de vue numérique, bien sûr, comme vous prenez moins de personnes, quand bien même le taux d'ouverture est plus élevé, vous avez moins de personnes qui vous lisent. Donc, c'est désagréable parce que, bien évidemment, on souhaite parler à la plus grande audience possible, mais ça permet d'envoyer des signaux positifs à Google, de lui dire « Regardez, les gens qui me lisent pour de bonnes raisons parce que ce que je propose est intéressant. » Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, si vous envoyez votre newsletter habituellement toutes les semaines, c'est d'envoyer une fois par semaine votre newsletter, comme habituellement, à votre segment fan, on va les appeler comme ça. Et puis, le reste de l'audience, les personnes qui ouvrent vos emails une fois de temps en temps, qui sont un peu plus lointains finalement de votre newsletter, mais qui sont tout de même actifs, vous allez leur envoyer votre newsletter peut-être une fois toutes les 2 semaines. Ce sera pas très très grave, ils seront probablement pas déçus, ils se rendront probablement pas compte d'ailleurs, puisqu'ils sont un petit peu loin de votre newsletter. C'est pas des vrais habitués. Les vrais habitués, en revanche, eux, toutes les semaines, comme d'habitude. Une autre option, c'est de le faire un petit peu plus fortement, hein, c'est d'envoyer 2 newsletters au lieu d'une à votre base fan et une newsletter comme d'habitude à ceux qui sont un peu plus lointains. À vous de choisir d'abord l'énergie que vous voulez y mettre, hein, parce que 2 newsletters c'est 2 fois plus de travail, on va pas se dire de bêtises. Et puis il y a le risque aussi d'en envoyer trop. Donc ça, c'est à vous de jauger l'habitude de votre audience et puis la fréquence que vous avez. Si vous envoyez déjà un email par jour, vous n'allez pas en envoyer 2 fois par jour. Si c'est 1 fois par semaine, d'en envoyer 2 fois dans la semaine, pourquoi pas. Si vous envoyez 1 fois toutes les 2 semaines, ça peut être intéressant d'envoyer 1 fois par semaine. Bon, vous m'avez comprise, en tout cas, c'est d'envoyer plus d'emails à vos fans qu'à ceux qui sont plus lointains pour faire remonter globalement vos taux d'ouverture. Et puis la troisième chose à faire, hein, une fois que vous avez envoyé plus d'emails aux fans, moins d'emails aux moins fans, c'est de nettoyer votre base email. Alors vous allez me dire, mais attends Estelle, on l'a nettoyé tout à l'heure, la base email, on a enlevé tous ces emails qui ont été inscrits alors qu'ils n'en voulaient pas. Oui, et c'est très bien, mais il faut nettoyer sa base email de toute façon régulièrement. Qu'est-ce que je veux dire par nettoyer sa base email ? C'est proactivement supprimer, désinscrire les personnes qui n'ouvrent pas votre newsletter régulièrement. Alors, attention, moi je vous conseille pas de le faire un petit peu à la barbare, de décider que les personnes qui n'ont pas ouvert vos emails depuis, 3 mois, vous les supprimez et puis c'est tout, c'est comme ça. Non, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un segment, effectivement, sur lequel vous allez identifier les personnes qui n'ont pas ouvert vos emails, aucune de vos campagnes dans un certain laps de temps, à vous de définir ce laps de temps, et de leur envoyer un email. De leur envoyer un email dans lequel vous leur expliquez que vous avez remarqué que vous vous étiez éloigné de cette newsletter. Et puis après tout, c'est normal, c'est très bien, hein, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de changer de centre d'intérêt, mais que donc, vous ne voulez pas les importuner avec vos emails si ça ne les intéresse pas et que vous allez les supprimer de votre base de façon à ce que ils ne reçoivent plus vos emails. Bien évidemment, vous leur donnez l'opportunité dans cet email de vous faire savoir qu'ils veulent rester inscrits. Vous pouvez tout à fait avoir des personnes qui n'ouvrent pas vos emails mais souhaitent les recevoir parce que, par exemple, ces emails, ça leur donne un reminder. Dans mon cas, mes emails annoncent la sortie du nouvel épisode de podcast. Je sais que dans mon audience, j'ai des personnes qui n'ouvrent pas l'email mais qui aiment le recevoir parce que ça leur rappelle qu'ils peuvent aller écouter l'épisode sur leur appli favorite.
Donc, il faut laisser l'opportunité à la personne de vous dire non, laissez-moi abonner, je veux être abonné, j'ai pas de souci avec ça. Le moyen le plus simple, c'est de mettre un petit bouton dans l'email, dans le corps de l'email, et de dire si vous souhaitez rester abonné, cliquez sur ce bouton. Et c'est très simple, toutes les personnes qui auront cliqué dans l'email, vous les sortez des personnes que vous allez supprimer. Aussi simple que ça. Je vous donne un point de vigilance, je vous le dis, c'est une anecdote, mais parce que moi j'ai fait la bêtise il y a très longtemps quand j'ai commencé à nettoyer, je le fais très régulièrement de nettoyer ma base, parce que le but, évidemment, c'est pas d'avoir la plus grosse base email, on s'en fiche un peu, c'est d'avoir la base email la plus saine possible. Donc je le fais régulièrement, mais au tout début, quand j'ai commencé à nettoyer ma base email, j'ai fait une petite bêtise. J'ai mis quelque chose du genre, dans mon segment pour identifier les personnes que j'allais supprimer, j'ai mis quelque chose du genre toutes les personnes qui n'ont ouvert aucun de mes emails sur mes 10 dernières campagnes. Bon, là, c'est un peu une erreur parce que dans ces personnes-là, il y a évidemment des personnes qui s'en fichent de votre newsletter et c'est pour ça qu'ils n'ont pas ouvert les dernières campagnes, quand je dis campagne, les derniers emails envoyés. Mais il y a aussi toutes les personnes qui viennent de s'inscrire et qui n'ont pas encore eu le temps d'ouvrir vos emails. Donc, faites attention. Lorsque vous faites ça, faites attention à ne pas inclure les nouveaux abonnés. Donc, préférez une segmentation du type toutes les personnes qui n'ont pas ouvert une campagne entre telle date, et ces dates, vous les mettez à 3 mois ou à 6 mois, peu importe, selon la fréquence que vous souhaitez avoir. Mais en tout cas, assurez-vous que vous n'êtes pas en train de supprimer des personnes qui se sont inscrites dans la semaine ou il y a 2 semaines et qui n'ont tout simplement pas ouvert le dernier email que vous avez envoyé. C'est quand même pas bien grave. En revanche, c'est beaucoup d'efforts de les faire venir. Ces personnes-là, en plus, attendent de recevoir vos emails. C'est quand même bien dommage de ne pas leur envoyer. Donc, point de vigilance, ne supprimez pas les nouveaux abonnés. Mais si vous faites ça, si vous segmentez votre base, si vous envoyez plus d'emails à vos fans qu'à ceux qui sont un peu lointains, et si vous vous assurez d'avoir une base ultra saine, nettoyée avec seulement des utilisateurs actifs, vous allez retrouver dans le temps, parce qu'encore une fois, ça peut prendre un petit peu de temps, vous allez retrouver la confiance de Google, des algorithmes de façon générale, la confiance de votre audience d'ailleurs également, et vous allez pouvoir récupérer des taux d'ouverture, normaux, en tout cas ceux que vous aviez avant. Ce que je vous souhaite, bien sûr, c'est de ne pas avoir à utiliser toutes ces techniques, ces stratégies, mais enfin, disons-le clairement, ça peut vous arriver, donc ne faites pas comme moi, ne péchez pas par excès d'ego, regardez régulièrement vos nombres d'abonnés, regardez vos taux d'ouverture. Attention, quand vous voyez quelque chose d'anormal, ça peut être problématique. Agissez très vite et puis prenez le temps de reconstruire votre audience pas à pas. La newsletter, la base email, c'est un travail de longue haleine, quoi qu'il arrive. Donc, il va falloir se donner le temps. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Il était un petit peu différent de mes épisodes habituels. Je l'ai pris directement dans mon actualité, en tout cas dans ce qui se passe, moi, dans ma vie d'entrepreneur. J'espère que ça pourra vous aider. En tout cas, gardez-le dans un coin de votre tête. Si un jour, malheureusement, ça vous arrive, vous savez que vous pouvez revenir écouter cet épisode. En tout cas, faites attention à votre base email. Travaillez votre base email, c'est votre meilleur asset. Croyez-moi, c'est ce qui va vous permettre de créer la fameuse confiance avec votre audience. Et puis, la confiance, c'est ce qui permet de vendre. Et on est quand même là, in fine, pour vendre des choses. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous dis à très vite. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité.